Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travailler. Alors ce mois-ci, je vous propose un focus autour d'un acronyme VUCA. Ces 4 lettres reflètent en fait le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors comment établir une stratégie dans un monde aussi mouvant? Sur quels fondamentaux peut-on encore se reposer quand tout devient incertain? Est-ce qu'établir des plans stratégiques à horizon 5, 10, 15 ans est encore utile aujourd'hui ou même possible? Comment définir des objectifs? Comment prendre des bonnes décisions? Comment traverser toute cette multitude de crises? On en parle dans un instant avec mes invités dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, nous sommes en ligne avec Jean-Paul Crène, professeur à la Toulouse Business School et fondateur de VUCA Stratégie. Bonjour, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et de livres blancs également sur cet acronyme VUCA. D'abord, peut-être que vous pouvez nous expliquer son origine. Alors, ça date d'il y a une trentaine d'années. En fait, ça vient de l'école de guerre de l'armée américaine. Et puisque au début des années 90, avec la disparition de l'Empire soviétique, l'armée américaine s'est dit que ils avaient un adversaire évident de moins, avec l'URSS, mais par contre que c'est pas pour cela qu'ils allaient avoir d'autres types d'adversaires et qu'il fallait prendre en compte ce changement d'environnement. Et c'est pour cela qu'ils ont créé cet acronyme VUCA, qu'ils se sont empressés d'ailleurs d'oublier jusqu'à la guerre en Afghanistan et en Irak, qui a montré que cet acronyme avait une certaine vérité. Alors ça, c'est pour l'armée américaine, mais depuis quand est-ce qu'il s'est imposé dans le langage courant des entreprises? À partir, ça fait une quinzaine d'années à peu près. Ça fait une quinzaine d'années, justement, d'abord du fait de la crise financière des années 2008, et puis il est devenu de plus en plus prégnant, notamment avec l'épisode de la Covid, etc. Donc, si vous voulez, ça fait une quinzaine d'années que cet acronyme devient prégnant. Alors, moi, j'ai toujours entendu dire le pire pour un chef d'entreprise, c'est l'incertitude, pas de projection, pas d'investissement, pas de création d'emplois. Alors, comment est-ce qu'on peut diriger dans une entreprise dans un tel contexte? Alors, si vous voulez, ce contexte, c'est pas forcément un contexte récent, c'est plutôt le fait qu'on ait une accélération. On pourrait dire qu'on arrive dans un âge de la discontinuité, c'est-à-dire que finalement, avant, on avait des progressions incrémentales, et puis maintenant, ça devient exponentiel. Tout va plus vite, en quelque sorte. Et donc, l'incertitude, mais on reviendra sur, si vous le voulez bien, sur les quatre lettres de l'acronyme VUCA. Mais l'incertitude, comment prédire dans cet avenir incertain, c'est à la fois être conscient de la réalité, de ce qui se passe, donc être pragmatique, et puis en même temps, être prêt non pas à prédire, puisqu'on ne peut pas prédire à 100%, mais plutôt à limiter les conséquences néfastes de nos actions. On pourrait dire cela comme ça, c'est-à-dire que finalement, dans le monde qui nous entoure, à peu près 90% est prédictible, mais par contre, on a bien 10% qui ne le sont pas. Et ces 10% peuvent faire la différence entre le succès et l'échec. Donc, comme disait Eisenhower, les plans sont inutiles, mais la planification est indispensable. Ou pour rester dans les généraux, comme pour citer Patton, les plans disparaissent au contact de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il faut planifier, il faut envisager l'avenir, mais il faut être prêt à changer de direction. Il faut être prêt à être agile en fait et à changer la façon de se comporter.
C'est de l'agilité, c'est de l'adaptation ou c'est de l'improvisation ? Alors, le mieux, c'est d'éviter l'improvisation. Donc, en fait, c'est un peu, je sais pas, par exemple, on peut prendre l'image des arts martiaux. Dans les arts martiaux, vous entraînez à faire des katas. C'est-à-dire que vous entraînez votre corps, votre esprit à être prêt à réagir dans certaines situations. Situations qui apparaissent ou pas, puisque vous pouvez pas prédire le combat que vous aurez. Mais par contre, le fait que vous ayez ces mécanismes, que vous ayez ces outils à disposition, fait que vous serez mieux armé quand l'imprévisible arrivera. Donc vous ne serez pas totalement pris au dépourvu. Vous parliez tout à l'heure d'accélération de cet environnement mouvant. Est-ce que ça veut dire que VUCA est en quelque sorte the new normal ? Alors, excusez-moi, je souffle, mais oui, on pourrait le dire, oui, sachant que on pourrait le dire, mais en même temps, je pense que parler de normes, d'une nouvelle norme, en fait, il n'y a pas de normes. Il faut sortir de ces idées comme quoi le monde suit une loi normale. En fait, il y a des éléments extrêmement violents. Alors, je vais citer Nassim Nicolas Taleb avec son fameux livre Le Cygne noir. Donc, c'est l'impact d'événements que personne n'a prévus. Donc c'est ça, il faut être prêt à l'imprévisible. Et donc pour être prêt à l'imprévisible, eh bien il faut être robuste, ou comme dit également Taleb, être antifragile, et faire en sorte que quoi qu'il arrive, on sera suffisamment simple, suffisamment réactif, on aura suffisamment de ressources pour pallier et ne serait-ce que peut-être profiter de nouvelles opportunités. Merci beaucoup Jean-Paul Crène d'avoir planté le décor. Vous restez avec nous, on va poursuivre cette discussion avec deux chefs d'entreprise dans un instant. On poursuit donc cette émission avec toujours en ligne avec nous Jean-Paul Crène, professeur à la Toulouse Business School et fondateur de VUCA Stratégie. Nous ont rejoint également sur ce plateau Romain Béhagel, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de Prêt-à-Pousser qui vient d'être repris par le groupe lyonnais Vif System. Et Antoine Compin, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur général de Manut en France et partenaire de cette émission. Antoine, je vais commencer par vous. En tant que dirigeant, est-ce que VUCA modifie votre façon de travailler, de réfléchir à l'avenir de l'entreprise, d'envisager les choses ? Alors, j'ai beaucoup entendu et beaucoup écouté ce que Jean-Paul disait. Il nous a surtout dit que c'était quelque chose, VUCA, qui n'était pas nouveau. Je pense que c'est important aussi de se dire que c'est pas quelque chose que les entreprises découvrent. On a parlé d'agilité, c'est un terme que j'aime bien. Un terme que j'aime aussi beaucoup, c'est la flexibilité des organisations. Et quand on est dans ce monde justement volatile, incertain, complexe, ambigu, cette flexibilité est plus que nécessaire. Évidemment que ça change fondamentalement notre façon de fonctionner, mais c'est peut-être ce côté accélération dont parlait Jean-Paul qui est aujourd'hui un peu plus prépondérant. Et puis, on en revient toujours à ce sujet des hommes et des femmes qui composent l'organisation. On est une entreprise, c'est pas un bâtiment sans âme, c'est un collectif d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble pour faire en sorte que l'entreprise se développe. Cette flexibilité, quand on dit flexibilité d'une entreprise, c'est en fait au final celle d'une organisation et la capacité de l'ensemble des personnes qui composent une organisation d'être flexible, donc de s'adapter. Et on parlera tout à l'heure de la manière dont on appréhende en fait un futur qui peut être, alors on a parlé tout à l'heure de prédictible, prévisible. Je pense que c'est un vrai sujet de comment est-ce qu'on prévoit là où on s'oriente demain. Prêt-à-pousser, votre entreprise, Romain Béhagel, elle a connu une grosse accélération justement grâce au Covid. Oui. Vous êtes dans les potagers d'intérieur. Et puis en 2021, retournement de situation. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Oui, tout à fait. Effectivement, le Covid, c'est un bon exemple de montagne russe pour nous. Mars 2020, le confinement pour tous.
et vous avez la moitié de notre activité, donc l'activité retail, donc la revente de nos produits auprès de nos distributeurs, boulangers, Fnac Darty, etc., qui s'arrête du jour au lendemain, les magasins sont fermés. Donc la moitié du chiffre d'affaires qui s'écroule. Et vous avez l'autre moitié du chiffre d'affaires, donc notre activité d'e-commerce en direct sur nos sites, et qui fait x2, x3 vraiment du jour au lendemain. Et donc vous avez déjà ce chamboulement du chiffre d'affaires et de tout ce qui est lié, du coup, vos stocks, toute votre chaîne de valeur amont, qui est complètement chamboulée. Et vous terminez l'année 2020 globalement plutôt bien, parce qu'aussi on s'est refait une trésorerie, notamment grâce au PGE, aux différentes aides de l'État. Donc une forte accélération, une trésorerie qui se porte pas très mal. Et après 2021, ça a été vraiment l'effet creux de la vague, c'est-à-dire que vous avez les gens qui sont équipés, le déconfinement arrive, les gens réallouent leurs dépenses, et vous avez une demande en équipement qui nous se diminue très fortement à partir du deuxième semestre de 2021. Et donc là, c'est un peu le retour de manivelle. Vous avez construit votre budget 2021 en tablant sur une continuité de la croissance qui était celle qui vous a été amenée par le Covid. Et puis du coup, vous engagez sur un territoire très compliqué parce que vous avez des stocks qui sont constitués, beaucoup de cash qui est sorti pour constituer ce stock-là et des ventes qui s'effondrent. Donc nous, je dirais qu'en tant que quand vous lancez un nouveau business comme Prêt-à-Pousser, quand on s'est lancé en 2016, on était les seuls sur ce marché de l'hydroponie. Donc c'était constitutif de notre état d'esprit. Avancer dans l'incertain, quand vous démarrez un business, que vous créez un marché, ça va de soi. Enfin, ça fait partie du menu de base. Mais par contre, là où ça a été assez violent, c'est qu'en 2020, on commence à être une entreprise un peu constituée avec plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand vous prenez ce genre de contre-coup, je dirais que là, du coup, on réagit même comme un grand groupe, quoi. Ça, on prend de face et on tremble comme si on était un grand groupe. Et donc là, ça a été très compliqué, ouais. Parce que là, on est clairement dans ces 10% d'imprévisibles dont parlait Jean-Paul Crène tout à l'heure. C'est-à-dire que personne ne peut prévoir un truc pareil. Ouais, personne ne peut prévoir un truc pareil. Et surtout, je pense qu'on se rejoint là avec beaucoup d'autres entreprises quand j'ai fait un peu un débrief avec un peu de recul. Et quand vous construisez le budget de l'année d'après, 2021, peu d'entreprises, je pense, ont eu un peu cette approche conservatrice de se dire ce qui s'est passé en 2020, notamment la formidable accélération sur l'e-commerce, ça va s'essouffler, c'est une bulle, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais qui, voilà. Et du coup, on a tous un peu tiré nos traits par rapport à ce qui s'est passé en fin 2020. Et donc, on a tous engagé énormément de trésor, énormément de production là-dessus. Donc, c'est ça aussi, c'est de se dire, être capable des fois d'être conservateur et de se dire, bah, peut-être qu'il y a un manque à gagner là. Je vais peut-être perdre un peu de chiffre d'affaires, mais je préfère faire un petit pas en arrière pour être sûr vraiment de maîtriser ma trésorerie notamment. Jean-Paul Crène, j'écoute le témoignage de Romain et je me dis finalement, quand on est chef d'entreprise et qu'on est soumis à de tels changements de paradigme, c'est compliqué d'avoir des fondamentaux sur lesquels se reposer. Quels sont les fondamentaux, selon vous, sur lesquels les chefs d'entreprise peuvent se reposer ? En fait, le fondamental, comme le disait très justement Antoine, ce sont les hommes. Et ce sont les valeurs partagées au sein de l'entreprise et la vision que l'entreprise a. Après, il y a un certain nombre d'éléments qui sont factuels et sur lesquels donc on peut prévoir à partir des faits, sachant que ce que l'on essaye de projeter, comme le disait Romain, eh bien, on n'en est jamais sûr. Et en fait, je pense que ce qu'il faut essayer de bien prendre en compte, c'est de limiter, comme je le disais à l'instant, limiter les conséquences néfastes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au pire ? C'est un peu comme, je vais prendre une image qui est peut-être un peu dure, mais c'est un peu comme quand on joue à la roulette russe. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de trous dans le barillet. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter l'hypothèse néfaste. C'est-à-dire, si ça se passe au pire, comment ça va se passer, puisque c'est ça. Alors, la roulette russe, j'avoue, est assez dure comme image, mais en fait, il faut vraiment essayer de limiter les conséquences néfastes de nos actions et de nos prises de décision. Il faut les envisager. Et une des façons, à mon sens, de limiter la prise de risque, c'est d'une part d'être conscient que ce que l'on projette sur l'avenir ce ne sont que des hypothèses, et également être conscient que sur la base de ces hypothèses, eh bien, il faut être relativement redondant. Donc, peut-être avoir un peu de trésorerie, enfin ce genre de choses. Parce que même s'il faut rester optimiste et positif, si le pire n'est jamais certain, le meilleur ne l'est pas plus.
Antoine, comment est-ce que vous prenez en considération ces hypothèses néfastes quand vous faites un plan stratégique? Est-ce que, par exemple, il y a des choses dans la data, notamment, qui peuvent vous aider à envisager telle ou telle hypothèse et à peut-être avoir des petits signaux quand même d'alarme sur certaines choses? Les signaux faibles, oui. Alors, Manutan, nous sommes un distributeur de matériel aux entreprises, aux collectivités et aux artisans. Nous avons depuis longtemps défini notre vision, qui est entreprendre pour un monde meilleur. Donc, c'est bien, ça donne effectivement un cap sur la vision que l'on a. Et puis, pour revenir à ces objectifs stratégiques, nous avons également défini des ambitions sur 5 objectifs stratégiques différents et qui sont des objectifs plutôt long terme. Et là, on se dit que le long terme n'est pas forcément raccord avec ce principe de VUCA, mais ce sont des ambitions. Ce qui va être défini de manière plus court-termiste, ce sont les étapes, les chemins qui vont nous permettre d'arriver à atteindre ces ambitions. Et ça qui est important aussi pour traduire aussi bien auprès de notre marché, mais auprès de nos collaborateurs, pour que chacun s'imprègne de la stratégie et la comprenne. Le cap est donné, l'orientation est donnée, les objectifs stratégiques sont clairement identifiés et co-construits avec nos équipes. Ensuite, on se donne plus de latitude parce que dans ce monde d'incertitude, il est nécessaire à la fois d'être en capacité de réagir à des risques et à la fois d'être en capacité d'aller saisir de nouvelles opportunités. Et donc, la data nous aide parce que la data nous permet, dans des laps de temps beaucoup plus courts qu'ils n'étaient auparavant. Exemple, nous sommes un e-commerçant, nous avons un site internet, et donc nous avons des visiteurs qui viennent sur le site qui nourrissent du trafic et qui vont aller consulter des pages. Et ces données-là, on va pouvoir les analyser, mais j'ai envie de dire presque à la seconde, si on a les ressources pour les identifier à la seconde, mais on a beaucoup d'informations qui nous permettent de se dire « Ah, il y a un signal faible ici, ah, il y a un signal faible ici ». On intègre ces signaux faibles et on réagit en fonction, soit en commandant différents produits qui ont été un peu plus plébiscités, soit en orientant des communications à des clients qui nous semblent être un petit peu plus questionnants, on va dire, sur un sujet. Voilà, c'est un exemple de comment la data peut nourrir la réaction à une phase d'incertitude. Romain, maintenant que vous avez traversé tout ça, est-ce que vous avez changé des choses dans la façon dont vous établissez votre stratégie, par exemple ? Je dirais que ça a confirmé un peu l'approche qu'on avait, qui est c'est revenir sur les fondamentaux. C'est-à-dire les fondamentaux. Je dirais il y a deux fondamentaux. Il y a les fondamentaux vraiment corporate, c'est-à-dire qui on est, notre why, les fondements, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin. Mais je dirais il y a les fondamentaux aussi qui sont rédigés tous les ans. C'est quel est notre objectif de chiffre d'affaires. Nous on raisonne assez simplement chiffre d'affaires et EBITDA. C'est de se dire ok, ça c'est vraiment quelque chose qu'on répète et qui est gravé dans le marbre, si je puis dire. C'est où est-ce qu'on veut atterrir en matière de chiffre d'affaires et notamment de rentabilité. Parce que nous, l'enjeu, c'était d'arriver à un point de rentabilité. Nous n'étions pas rentables avant, puisque nous étions financés par des investisseurs. Donc, une fois que vous avez ça, ok, ça bouge pas, c'est gravé dans le marbre, mais après, les moyens pour y arriver, il faut vraiment être prêt à toujours changer de façon trimestrielle. Ça me paraît être quelque chose d'assez raisonnable. C'est vraiment essayer d'être clair auprès de l'équipe, se dire, voilà, là, on veut atterrir en fin d'année, voilà qui nous sommes. Mais le moyen pour y arriver, ce sont que des hypothèses. Et je pense qu'il faut vraiment poser des mots sur les choses, dire c'est une hypothèse. Quand on présente un budget, on a beau être le patron, on dit c'est une hypothèse. Quand on nous pose une question sur Messi, etc., et ne pas avoir peur de dire je ne sais pas. Et je pense que déjà de nommer les choses et d'être clair sur qu'est-ce qui est une hypothèse, qu'est-ce qui est un objectif, qu'est-ce qui est un fondement, la force des mots. Voilà, ça c'est important. Et nous, ça nous a redit que les équipes, c'est super important. Et là, tout le monde a été secoué quand vous avez votre business qui fait la montagne russe. Qu'en plus de ça, vous retrouvez à faire du télétravail du jour au lendemain. Donc il y a eu énormément de conséquences là-dessus. Donc nous, ce qu'on retient pour les équipes, c'est de garder vraiment des rites. Des points de contact quand on est tous derrière notre ordi. Moi, j'encourage beaucoup mes équipes à s'appeler pour garder ce contact un peu moins formel, un peu plus spontané. Vraiment, sortez votre téléphone, appelez-vous plusieurs fois dans la journée s'il faut. Ensuite, c'est toujours rappeler les fondamentaux, qui on est et où est-ce qu'on veut atterrir. Et de ne pas avoir peur, effectivement, de dire c'est une hypothèse, il faut qu'on la change. Voilà. Jean-Paul, j'entends Romain parler d'hypothèses. Est-ce que le fait de multiplier comme ça les hypothèses peut favoriser l'innovation ? Parce que du coup, ça nous oblige à penser à davantage de choses, peut-être davantage de possibilités en tout cas. En effet, oui. On a plusieurs hypothèses. Il faut avoir des hypothèses avec un rayon qui soit relativement large pour nous permettre d'envisager des situations qui, a priori, ne devraient pas arriver de façon mécanique et évidente. Et il faut, alors j'aime pas trop cette expression, mais il faut essayer de raisonner en dehors du cadre. Il faut accepter de penser de manière alternative. Et comme le disait très justement Romain, il faut accepter le fait qu'on n'ait pas de certitude.
si ce n'est ses valeurs, si ce n'est ses objectifs, mais il est clair que le chemin pour y arriver ne sera pas droit. On peut prendre l'exemple de la navigation à voile. C'est pas toujours le chemin le plus court qui permet d'arriver au bon port. Donc c'est ça. C'est en fait travailler. C'est ce que démontre Romain. Il faut le travailler avec humilité, avec courage. Et il faut être prêt à prendre néanmoins des décisions, même si finalement on se rend compte que c'est de nouveau Roosevelt. C'est Roosevelt là, c'est pas Eisenhower, mais c'est Roosevelt qui disait qu'il se trompait une fois sur deux. Il faut accepter de se tromper une fois sur deux. Le tout, c'est de l'admettre et de s'en rendre compte très rapidement. Donc je rebondis sur la data dont parlait Antoine. En effet, il faut être prêt à se remettre en cause de façon collective, de projeter de nouvelles hypothèses. Et la stratégie, c'est cela, c'est mettre en rapport les aspirations avec la réalité. Et la réalité, elle est mouvante. Peut-être un complément sur la notion d'innovation, parce que c'est intéressant. Nous, ça a été salvateur, les innovations pendant ces 2 années-là. On a sorti 2 nouveaux produits. Pourquoi ça a été salvateur? Pour revenir à l'équipe, c'est que dans un moment, on ne sait pas où on va, on est en train de dévisser par rapport à notre budget, on est tous confinés chez soi, etc. Les moments où on arrive un peu à se retrouver, à se re-ancrer dans le présent, et je pense que c'est essentiel d'être vraiment ancré dans le présent, surtout quand l'avenir est incertain, on se rattachait tous aux produits. On avait une roadmap avec 2 lancements de produits, un pour 2021, un pour 2022, et les équipes, on les fédérait autour de trucs très concrets, quoi. Vraiment le produit qu'on est en train de développer, et ça a été super important. Donc l'innovation, effectivement, elle est en plus de driver du chiffre d'affaires additionnel, etc., pour l'équipe, pour s'ancrer dans le réel et dans le quotidien, et pas trop tergiverser sur l'avenir, où on est tous un peu en train de se poser des questions existentielles, ça a été super important. Je vous entends tous les deux parler beaucoup des équipes et de l'humain. Antoine, est-ce que c'est pas quand même fatigant pour les équipes si, comme dit Jean-Paul Crène, on doit se tromper une fois sur 2, si on doit faire une sorte de stop and go permanent, de test and learn, de j'avance, je recule? Comment est-ce qu'on les garde engagés dans un contexte comme ça? Alors, on communique beaucoup auprès de nos équipes. On explique ce que Romain démontrait et ce que Jean-Paul expliquait, c'est que prévoir l'imprévisible, ça n'est pas possible, mais se préparer à l'imprévu, ça l'est. Et donc, on travaille avec nos équipes des plans de continuité. Donc, par exemple, on va dire qu'est-ce qui se passe si jamais l'entrepôt n'est pas capable de démarrer le premier jour de la semaine. Donc, on se met dans une situation où on va travailler ce côté imprévu en disant comment est-ce qu'on peut réagir. Et on apprend de cette situation-là. Donc, apprendre non pas de ses erreurs, mais d'une situation qu'on a soi-même, on s'est mis en phase de stress test, à nous permettre d'être mieux armés, en tout cas, si jamais ça devait se produire. Ça nous oblige aussi à faire en sorte que l'ensemble de nos équipes se mettent dans des modes, alors déjà droit à l'erreur, tester de nouvelles choses, toujours pour être en capacité à la fois de répondre à un risque qui pourrait se révéler réalité, mais aussi en capacité à aller saisir de nouvelles opportunités. Donc, il faut avoir cet équilibre délicat d'organisation qui sont, encore une fois, flexible. Ça nécessite aussi une très forte communication pour revenir sur la manière dont on le diffuse auprès de nos équipes. Expliquer, partager sur ce que l'on fait, vers où on va, les difficultés qui sont celles de l'entreprise et toutes les opportunités qui sont face à nous, c'est un excellent moyen de faire en sorte déjà de rassurer l'ensemble de l'organisation sur le fait que nous savons où nous allons, de faire en sorte aussi que l'ensemble de nos collaborateurs se sentent investis d'une mission et co-construisent l'histoire de l'entreprise au travers de tout ce fleuve qui se nourrit de plein de petites rivières. Certaines étaient connues, d'autres un petit peu moins. On vit tous avec ces éléments-là. Et puis, on va passer par des séances en plénière, des réunions toutes les 2 semaines, des réunions hebdomadaires, parfois sur d'autres équipes, des réunions quotidiennes, pour pouvoir donner différentes étapes qui vont être à la fois stratégiques et à la fois des résultats au quotidien où on va, semaine après semaine, modifier un petit peu l'angle qu'on donne, la priorisation aussi des actions qu'on va prendre, puisqu'en fonction de ce qui se passe, on peut se dire cette action qui était prévue, on va la mettre de côté pour l'instant, on va se concentrer sur une autre qui était peut-être pas forcément prévue aujourd'hui, mais on va la lancer parce que c'est le bon moment, toujours dans cet univers VUCA. Romain? Ouais, c'est ce que je retiens sur ce que dit Antoine. En fait, c'est toujours revenir sur le concret. Parce que si on reste sur les plans, que sais-je, où veux-je, on flippe, quoi, tous. Donc, que ce soit un process, mon entrepôt, s'il tombe, qu'est-ce qui se passe, ou que ce soit une sortie produit, ramener les équipes sur du concret, sur leur quotidien, je pense que ça leur insuffle une énergie qui est vitale dans ces moments-là, quoi. Donc, et ça, c'est le rôle du dirigeant aussi. C'est pas que d'être sur la stratégie, le business plan, c'est de revenir vraiment sur des trucs très concrets, du produit, les process, parce que c'est l'énergie, elle est là-dedans dans l'entreprise. Jean-Paul parlait tout à l'heure d'entreprises qui, face à un monde VUCA, doivent être
robuste. Est-ce que vous, chez Prêt-à-Pousser, aujourd'hui, vous estimez que vous êtes plus robuste qu'avant, de par le fait que vous avez traversé tout ça ? J'espère. Je voudrais pas avoir un autre crash test pour vérifier. Ça. Ouais. Là, maintenant, on a rejoint un groupe plus grand, donc la situation change un peu. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'on a appris de tout ça. Et puis, je pense que sinon, j'aurais pas pu témoigner de tout ça aujourd'hui. Oui. Antoine, vous estimez que c'est ce qui fera que demain, l'entreprise Manutan sera encore plus robuste, le fait d'avoir cette agilité et de l'avoir développée en prenant en compte ces paramètres-là ? En fait, ce qui va faire qu'on va continuer de développer ce modèle-là, c'est à la fois qu'on a une culture très forte au sein de notre entreprise où tous nos collaborateurs sont intégrés à l'histoire que l'on veut donner à l'entreprise, mais aussi l'ouverture vers un collectif qui dépasse le seul cadre de notre organisation. Et on pense que pour être le plus à même de réagir dans cet univers, encore une fois VUCA, c'est justement d'aller faire de la veille, d'aller écouter, d'aller apprendre des autres et de faire rentrer au maximum aussi notre écosystème au sein de notre histoire pour avoir leur feedback, pour avoir leurs avis, de manière à ce qu'on puisse ensemble co-construire. L'intelligence collective est une réalité au sein des organisations. Elle est encore plus quand on va au-delà de ces simples murs et qu'on fait participer l'ensemble de notre écosystème. Et c'est ça qui, à la fin, va faire qu'on va tous être meilleurs dans l'orientation qu'on donne. On va être plus en capacité de réagir. Donc je pense que le sens du collectif est la meilleure réponse dans un univers volatile, incertain, complexe et ambigu. Jean-Paul Crène, on a beaucoup parlé de la façon dont les entreprises doivent s'adapter dans ce monde mouvant, mais qu'est-ce que ça dit du profil des dirigeants d'aujourd'hui et de demain sans doute avec cette accélération dont vous nous parliez ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir des dirigeants qui devront encore plus avoir une nature à s'adapter facilement ? Alors, vous me demandez de prédire ce que seront les dirigeants de demain. Je ne sais pas, mais en tout cas, ceux qui réussiront, c'est ceux qui, en fait, plutôt que de chercher des recettes, des certitudes, plutôt que de raccrocher à des théories, iront vers donc passer du quoi penser au comment penser. C'est-à-dire que c'est vraiment des problématiques d'attitude. On parlait, Romain et Antoine parlaient très justement du fait de la nécessité d'observer, de prendre en compte la réalité empirique, et non pas se raccrocher à des théories managériales, etc., qui continuent à démontrer leurs échecs. Donc en fait, il faut être pragmatique. Il faut être en effet collectif. Antoine met en avant très justement la nécessité du collectif, sachant que on n'a pas une source d'information, on n'a pas qu'un seul point de vue, et on a cette nécessité de prendre en compte la diversité des approches. C'est cela. Donc c'est quelqu'un d'ouvert et c'est quelqu'un de courageux, parce qu'il faut prendre des décisions. Il est nécessaire de prendre des décisions, puisque un des problèmes que l'on a avec cet environnement VUCA, c'est que ça entraîne de la confusion, de la peur, et bien souvent, comme l'a montré Kahneman dans son livre Système 1, Système 2, nous avons une propension, quand nous avons peur, de nous figer et de ne rien faire. Or, il faut agir. On est dans un monde où il faut agir. Il vaut mieux se tromper en agissant que ne rien faire. D'ailleurs, c'est dans la fameuse lettre aux actionnaires de Jeff Bezos de 2016, c'est qu'il faut prendre des décisions rapidement. Il faut résister à la tentation de la complexification. Donc il faut être simple, il faut être direct, il faut être proche de la réalité, comme l'a souligné Romain, et il faut avoir des valeurs, une vision. Dans le cas d'Amazon, c'est être centré sur le client. Merci beaucoup Jean-Paul Crène. Je rappelle que vous êtes professeur à la Toulouse Business School et que vous êtes également le fondateur de VUCA Stratégie. Romain Bergel, CEO et cofondateur de Prêt-à-Pousser, et Antoine Compin, directeur général de Manutan France. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work. Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutan.